Il y a une odeur particulière dans les stations-service la nuit. Une odeur de carburant froid mélangée à celle du café brûlé qui tourne depuis des heures dans une machine que personne ne surveille. Une odeur de bitume mouillé et de plastique chauffé par des néons trop blancs. Une odeur qui ne ressemble à rien de vivant, à rien de chaleureux, à rien qui puisse rappeler une maison ou un repas ou une main posée sur une épaule. C'est une odeur de transit, de passage, de gens qui ne font que traverser et qui n'ont aucune intention de rester. Cette nuit-là, en novembre, quand mes 3 enfants ont posé ma valise en plastique bordeaux sur le bitume de l'aire de repos de Wandenheim et sont remontés dans la voiture sans se retourner, c'est cette odeur-là qui m'a frappée en premier. Pas la peur, pas les larmes, l'odeur. Je suis cordonnière depuis l'âge de 19 ans. Et dans mon métier, on apprend très tôt que ce sont les détails qu'on ignore qui finissent par tout révéler. Une couture qu'on néglige finit par lâcher au pire moment. Un cuir maltraité se craquelle avant l'hiver. Et des enfants qu'on a mal lus pendant des décennies finissent par vous abandonner dans une station-service à 23 heures passées, par 4 degrés, avec 50 € glissés dans la poche de votre manteau comme si c'était une aumône. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer en me regardant descendre de cette voiture avec ma canne et mon manteau en laine grise, c'est que j'avais cousu quelque chose d'autre dans la semelle gauche de mes bottines, quelque chose de bien plus solide que leur certitude, quelque chose qui allait, dans les semaines suivantes, défaire chacune de leurs belles coutures, l'une après l'autre, proprement, méthodiquement, comme seule une cordonnière de 57 ans de métier sait le faire. Je m'appelle Lucette Marchand, j'ai 76 ans, et je vais vous raconter l'histoire de la nuit où mes enfants ont cru pouvoir me jeter comme une vieille semelle usée. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'une semelle usée, ça n'a cet aspect-là que parce qu'elle a porté le poids de tout, et que ce poids-là, je l'avais transformé, billet par billet, acte notarié par acte notarié, en quelque chose d'absolument indestructible. Mais je vais aller dans l'ordre, parce que cette histoire mérite d'être racontée dans l'ordre, comme on monte un soulier, d'abord la forme, ensuite le cuir, ensuite les clous, et enfin la semelle qui tient tout ensemble. Je suis née à Strasbourg en novembre, ce qui explique peut-être pourquoi le froid ne m'a jamais vraiment effrayée. Ma mère disait toujours que les femmes nées en Alsace en hiver ont du givre dans les os, mais du feu dans le ventre, et elle avait raison, comme elle avait raison sur la plupart des choses importantes. Mon père était cordonnier rue des Orfèvres, dans le quartier de la Croutenot, dans un atelier si petit qu'on ne pouvait pas s'y retourner sans renverser quelque chose. Et c'est là que j'ai appris le métier, debout sur un tabouret à regarder ses mains travailler le cuir, avec une précision que je n'ai jamais vue chez aucun chirurgien depuis. Il disait que réparer une chaussure, c'est réparer la confiance de quelqu'un dans ses propres pas. Une phrase que j'ai mise des années à comprendre, vraiment. J'ai épousé Henri Marchand à 23 ans, un homme doux et travailleur qui fabriquait des fenêtres en bois pour une menuiserie de la rue de la Nuée Bleue et qui rentrait chaque soir avec de la sueur dans les cheveux et un sourire que rien ne semblait pouvoir effacer. Nous avons eu Gérard 2 ans après le mariage, puis Monique, puis Damien, et pendant 17 ans nous avons vécu dans notre appartement du boulevard de la Marne, dans une sorte de bonheur ordinaire et solide, le genre de bonheur qu'on ne reconnaît souvent qu'une fois qu'il a disparu. Henri est mort d'un infarctus un mardi matin de mars, dans la cour de la menuiserie, à 52 ans, sans avoir eu le temps de dire au revoir à personne. Gérard avait 22 ans. Monique en avait 19. Damien venait d'en avoir 15. Et moi, j'avais 45 ans, 3 enfants, un appartement en location et un atelier de cordonnerie que j'avais ouvert 6 ans plus tôt, rue du Faubourg National, avec les économies qu'Henri et moi avions mises de côté pendant des années, dans une boîte en fer blanc cachée derrière les bocaux de cornichons dans le placard de la cuisine. Ce que personne ne savait à l'époque, pas même Henri, c'est que cette boîte en fer blanc n'était pas la seule. Il y en avait une autre, plus petite, glissée sous la lame du parquet dans notre chambre, derrière le pied du lit. Et dans cette boîte-là,
il y avait des billets que j'avais commencé à mettre de côté depuis le premier jour, où j'avais eu la sensation, infime et fugace mais réelle, que la vie pouvait basculer sans prévenir. Je ne sais pas d'où me venait cette prudence-là. Peut-être de ma mère, qui avait traversé des temps difficiles et qui cousait toujours un billet de 100 francs dans l'ourlet de son tablier. Peut-être de mon père, qui gardait toujours une paire de chaussures neuves sous le comptoir de l'atelier, pour le jour où il faudrait partir vite. Peut-être que j'avais simplement compris, très jeune, que la sécurité ne se trouve pas dans les bras de quelqu'un d'autre, si doux soit-il, mais dans ce qu'on construit soi-même, en silence, un point après l'autre, sans jamais lâcher le fil. Après la mort d'Henri, j'ai fait ce que les femmes de ma génération savent faire mieux que n'importe qui d'autre. J'ai continué. J'ai ouvert l'atelier chaque matin à 8 heures, j'ai réparé des chaussures, j'ai formé 2 apprentis, j'ai payé les factures, j'ai préparé les repas, j'ai signé les carnets scolaires, j'ai assisté aux réunions de parents d'élèves seuls dans la salle, avec mon manteau encore sur les épaules, parce que je n'avais pas le temps de m'installer vraiment. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire sans jamais me plaindre à voix haute, parce que mes enfants avaient soit besoin d'une mère debout et pas d'une mère effondrée. Et pendant tout ce temps, billet après billet, j'ai continué à mettre de l'argent de côté. Pas une fortune, juste ce que je pouvais. 20 € par semaine certaines années, 50 quand l'atelier marchait bien, rien pendant les mois difficiles, mais jamais je n'ai arrêté complètement. C'était comme une couture de fond, invisible de l'extérieur, que je refaisais régulièrement pour m'assurer que la structure tenait. Les enfants ont grandi. Gérard a fait un BTS de comptabilité et est entré dans un cabinet d'expertise comptable de la rue de la Première Armée. Monique a épousé un homme qui vendait des voitures d'occasion à Illkirch-Grafenstaden et s'est installée dans un pavillon en périphérie avec un jardin dont elle parlait comme si c'était le Versailles de l'Est. Damien, lui, a enchaîné les formations sans jamais vraiment finir quoi que ce soit. Les petits emplois sans lendemain, les projets abandonnés au bout de 3 mois et a continué à habiter dans un appartement dont je payais discrètement une partie du loyer depuis des années parce que je n'avais pas le cœur de le laisser à la rue, même quand j'aurais dû. L'atelier de la rue du Faubourg National avait bien marché pendant toutes ces années et j'avais ouvert une 2e boutique en 2004 dans le quartier de Neudorf, puis une 3e en 2014 à Schiltigheim, une commune juste au nord de Strasbourg. Ces 3 boutiques, je les avais montées avec mes propres mains, avec l'argent que j'avais gagné point par point, et j'avais eu la sagesse, sur les conseils de maître Fossard que je connaissais, depuis qu'il était un jeune notaire stagiaire, et moi une veuve qui ne comprenait pas la moitié des documents qu'on lui faisait signer, de les enregistrer dans une société civile immobilière dont j'étais la seule gérante et l'unique associée. Les enfants savaient que j'avais des boutiques. Ils venaient parfois, surtout au début, surtout quand ils avaient besoin d'argent. Mais la structure juridique exacte, les noms des entités, les comptes associés, les baux commerciaux, tout cela, ils n'en savaient rien. Ils voyaient une vieille dame qui réparait des chaussures. Ils ne voyaient pas la charpente qui tenait tout l'édifice. Et c'est exactement comme ça que je l'avais voulu. Il y a 3 ans, j'avais acheté au marché de la place Broglie, un dimanche matin de février, un vieux téléphone Nokia à un jeune homme qui vendait des appareils reconditionnés sur une table pliante entre un vendeur de miel et une dame qui proposait des confitures maison. Je l'avais payé en liquide, 25 €, sans donner mon nom, sans carte de fidélité, sans rien qui puisse lier cet achat à mon identité. Je l'avais glissé dans la poche intérieure de mon manteau et je l'avais emmené à l'atelier le lendemain matin. Là, dans le silence de 8 heures, avant l'arrivée de mes employés, j'avais pris mes outils, j'avais décollé la semelle intérieure gauche de mes bottines en cuir épais que je portais tous les jours depuis 4 ans, et j'avais créé une petite pochette plate entre la semelle intérieure et la semelle extérieure, juste assez grande pour loger le téléphone plié dans un morceau de flanelle grise pour amortir le bruit. J'avais recollé la semelle avec une colle néoprène de qualité professionnelle et j'avais remis les bottines à mes pieds, comme si de rien n'était. Je marchais sur mon secret, littéralement. Et dans ce téléphone,
il y avait 2 numéros enregistrés, celui de Maître Fossard et celui de Joséphine. Rien d'autre. Je n'avais jamais expliqué à personne pourquoi j'avais fait ça. La vérité, c'est que je ne savais pas exactement quand ni comment les choses allaient se dégrader, mais je savais depuis un moment qu'elles allaient le faire. Les signes étaient là depuis des années, petits et discrets, comme les premières lézardes dans un mur qu'on préfère ne pas regarder. Gérard avait commencé à me parler différemment il y a environ 5 ans, pas brutalement, pas d'un coup. C'est toujours progressif, ces choses-là. D'abord une impatience à peine perceptible quand je racontais quelque chose 2 fois. Ensuite, des regards échangés avec sa femme, Isabelle, une femme au sourire trop large et aux opinions très arrêtées sur la façon dont les autres devraient vivre leur vie. Puis des questions sur mes finances, glissées dans la conversation comme si elles étaient naturelles. « Maman, tu as pensé à faire une procuration au cas où ?»« Maman, les boutiques, c'est compliqué à gérer à ton âge, non ? Maman, tu devrais peut-être penser à simplifier tout ça. » Je répondais toujours avec le sourire. Je disais que tout allait bien, que Maître Fossard s'occupait de tout, que je n'étais pas encore prête à simplifier quoi que ce soit. Et Gérard repartait avec ce petit pli entre les sourcils qui signifiait qu'il n'était pas satisfait, mais qu'il allait revenir à la charge plus tard. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque fois qu'il revenait à la charge, je prenais note, pas sur du papier, dans ma tête. Les cordonnières ont une mémoire des détails que la plupart des gens sous-estiment, parce que notre travail exige qu'on se souvienne exactement de chaque point, de chaque couture, de chaque paire qui est passée entre nos mains. Je me souvenais de tout. Monique était différente dans sa façon d'être mauvaise. Elle n'était pas froide comme Gérard. Elle était sucrée, moelleuse, pleine de « je t'aime, maman » et de « tu sais qu'on ferait n'importe quoi pour toi » qui sonnait creux comme une semelle en carton. Elle téléphonait régulièrement, jamais trop longtemps, toujours avec une petite plainte en fond. Son mari qui ne gagnait pas assez, la voiture qui tombait en panne, les enfants qui coûtaient les cher, l'appartement qui avait besoin de travaux. Et invariablement, à un moment ou à un autre de la conversation, il y avait une question, formulée différemment selon les jours, mais qui revenait toujours au même point. « Maman, tu ne pourrais pas nous aider un peu ?» Je l'avais aidée, souvent, trop souvent peut-être. Mais à un moment, j'avais compris que mon aide ne résolvait jamais rien, parce que le problème n'était pas le manque d'argent. Le problème, c'était qu'ils avaient pris l'habitude de considérer que mon argent était aussi le leur, naturellement, sans effort, comme si j'étais un distributeur automatique qu'on pouvait actionner avec un sourire et quelques mots tendres. Et Damien, mon petit dernier, mon Damien que j'avais porté sur mon dos figurativement pendant des décennies, Damien était peut-être le plus décevant de tous parce qu'il n'avait même pas la méchanceté franche de Gérard ni la fausseté calculée de Monique. Il était juste absent. Absent de sa propre vie, absent de la mienne, présent uniquement quand il avait besoin de quelque chose, et même là, incapable de formuler clairement ce qu'il voulait, se contentant de phrases inachevées et de regards en biais qui m'auraient arraché le cœur si je n'avais pas appris, au fil des années, à le regarder avec une certaine distance triste. Les choses avaient vraiment commencé à se dégrader au printemps précédant cette nuit de novembre. Gérard m'avait proposé, un dimanche à déjeuner, de lui signer une procuration générale. Il avait apporté les documents déjà rédigés dans une chemise cartonnée bleue qu'il avait posée sur la table entre le plat de choucroute et le pain de campagne, comme si c'était un document anodin, une formalité administrative sans importance. « C'est pour te simplifier la vie, maman, pour que si quelque chose t'arrive, on puisse gérer sans problème. » Isabelle souriait à côté de lui, avec cet air de quelqu'un qui sait qu'elle a déjà gagné. Monique regardait sa fourchette. Damien regardait par la fenêtre. J'avais pris la chemise, je l'avais ouverte, j'avais lu chaque ligne avec mes lunettes, lentement, sans me presser. Et j'avais refermé la chemise et l'avais rendue à Gérard. « Je vais en parler à Maître Fossard », avais-je dit. Gérard avait dit « Maman, il n'y a pas besoin de déranger le notaire pour ça.
C'est une procuration standard. J'avais souri. Je préfère quand même. La conversation s'était arrêtée là, mais le pli entre ses sourcils était plus profond que d'habitude. J'avais appelé maître Fossard le lendemain matin. Il m'avait dit exactement ce que je pensais. La procuration était rédigée de façon à lui donner un contrôle quasi total sur l'ensemble de mes avoirs, y compris les boutiques, y compris mes comptes. « Ne signez rien, Madame Marchand », avait-il dit avec cette voix tranquille qui m'avait toujours rassuré. « Et passez me voir cette semaine, il faut qu'on parle. » Cette semaine-là, dans le bureau de maître Fossard, rue du Dôme, j'avais pris plusieurs décisions importantes. J'avais renforcé la structure de la SCI pour la rendre encore moins accessible sans mon consentement explicite. J'avais ouvert un nouveau compte bancaire dans une banque différente de celle que mes enfants connaissaient, au nom de la SCI uniquement, et j'y avais transféré une partie significative de mes avoirs. J'avais également mis à jour mon testament de façon à ce que toute disposition soit conditionnelle et assortie de clauses précises que maître Fossard avait rédigées avec la minutie d'un horloger. Et j'avais chargé mon Nokia caché avec un crédit téléphonique suffisant pour plusieurs mois. Je l'avais rechargé à l'atelier en branchant le câble sur un vieux chargeur universel que je gardais dans le tiroir du bas, et je l'avais remis à sa place sous ma semelle gauche. Je rentrais chez moi ce soir-là avec la sensation d'une femme qui vient de vérifier toutes les coutures d'un vêtement qu'elle sait devoir affronter une tempête. Tout tenait. Il n'y avait plus qu'à attendre. L'attente n'a pas duré longtemps. En septembre, Gérard m'avait proposé de venir habiter chez lui et Isabelle. Pour ne pas être seule, maman. La grande maison, c'est trop pour toi. La grande maison, c'était mon appartement du boulevard de la Marne, où j'avais vécu pendant plus de 40 ans. Un appartement de 4 pièces que j'avais fini par acheter dans les années 90 et dont j'étais propriétaire en pleine jouissance. Je lui avais dit que j'étais très bien où j'étais, que je n'étais pas seule, que j'avais mes habitudes, mes voisines, mes boutiques. Il avait insisté. Isabelle avait appelé 3 jours plus tard pour renforcer l'invitation. Monique avait appelé le lendemain pour dire que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Damien m'avait envoyé un message de 6 mots. « Maman, t'as réfléchi pour chez Gérard ?» J'avais répondu à chacun d'eux que j'allais y réfléchir. En réalité, j'avais appelé maître Fossard pour lui raconter la situation. Il m'avait dit « Il prépare quelque chose, Madame Marchand. Soyez prudente. » J'avais dit « Je sais, je le suis. » En octobre, Gérard avait réussi à me convaincre, sous prétexte d'un week-end en famille, pour discuter de tout ça tranquillement, de venir passer quelques jours chez lui à Lingolsheim, une commune au sud-ouest de Strasbourg. J'avais accepté, parce que je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. J'avais pris ma valise Bordeaux, mes bottines avec mon Nokia caché, et j'étais montée dans la voiture de Gérard un vendredi soir. Ce week-end-là, ils avaient tenté une nouvelle offensive sur la procuration, cette fois avec un discours plus élaboré et plusieurs documents différents que Gérard avait disposés sur la table du salon, comme s'il présentait un dossier à un client récalcitrant. Monique était là, et Damien aussi, ce qui était inhabituel pour Damien, dont la présence systématique lors de cette réunion m'avait confirmé que ce n'était pas une coïncidence. J'avais écouté. J'avais posé des questions précises, auxquelles Gérard avait eu du mal à répondre clairement. J'avais demandé à emporter les documents pour les relire tranquillement. Il avait dit qu'il préférait que je les signe ce soir-là pour ne pas traîner. J'avais souri. Je ne signe jamais rien sans avoir dormi dessus, Gérard. C'est une règle que j'ai depuis que tu avais 10 ans. Il avait rangé les documents avec un visage fermé. Isabelle avait disparu dans la cuisine. Monique avait dit « Je t'aime, maman, mais tu comprends bien que c'est difficile pour tout le monde. » Damien avait regardé ses chaussures. Je me souvenais de ces détails, comme on se souvient des défauts dans un cuir avant de le couper. On les voit, on les note, on décide comment les contourner. C'est en novembre qu'ils ont décidé de passer à autre chose. Un samedi soir, Gérard m'a appelé pour me proposer de m'emmener rendre visite à une cousine éloignée, Hélène, qui habitait selon lui à Colmar et qui avait demandé de mes nouvelles.
Je n'avais pas de cousine Hélène à Colmar. Du moins, si cette cousine existait, je n'avais aucun souvenir d'elle. Mais j'avais dit oui. J'avais pris mon manteau en laine grise, mon sac à main en cuir marron, ma valise bordeaux que Gérard m'avait demandé d'apporter, au cas où tu veuilles rester quelques jours, et j'étais montée dans sa voiture avec Monique et Damien déjà installés à l'arrière. Le trajet avait commencé normalement. Gérard conduisait. La radio diffusait une émission de variété que personne n'écoutait vraiment. Monique regardait son téléphone. Damien regardait par la fenêtre, la joue appuyée contre le verre froid. Je regardais la route. On avait pris l'autoroute A35 en direction du sud, ce qui était cohérent si on allait à Colmar. Mais après 1 heure de route, au lieu de sortir vers Colmar, Gérard avait continué. Puis il avait bifurqué sur une bretelle de sortie vers une aire de repos que je ne connaissais pas. Il avait garé la voiture devant une station-service brillamment éclairée dans le noir de novembre, avec ses néons blancs qui donnaient à tout une teinte de salle d'opération, et il avait coupé le moteur. J'avais attendu. Personne ne parlait. Gérard regardait droit devant lui, les mains toujours sur le volant comme s'il conduisait encore. Monique avait rangé son téléphone dans son sac. Damien avait rentré sa joue du verre. Le silence avait duré peut-être 30 secondes, qui m'avaient apparu beaucoup plus longues. Puis Gérard avait tourné la tête vers moi et m'avait regardé avec ces yeux-là, ces yeux froids et calculateurs que j'avais vus apparaître il y a 5 ans et qui depuis n'avaient fait que se durcir. « Maman, avait-il dit, avec cette voix posée de comptable qui annonce un chiffre déplaisant, on ne peut plus continuer comme ça. Tu refuses de signer les documents. Tu refuses d'écouter raison. Tu refuses d'accepter qu'on essaie de t'aider. » J'avais dit, « Vous m'emmenez rendre visite à Hélène, non ?» Il y avait eu un silence. « Il n'y a pas d'Hélène, » avait-il dit. Je le savais déjà. « Soyons pratiques, maman. Les sentiments, ça ne paie pas les factures. On a trouvé une maison de retraite à Mulhouse, la résidence Les Tilleuls, c'est très bien tenu. Le personnel est attentionné. Tu auras tout ce qu'il te faut. Mulhouse, à 70 km de Strasbourg, à 70 km de mes boutiques, de mon appartement, de Joséphine, de Maître Fossard, de ma vie entière. Je n'avais pas répondu tout de suite. J'avais regardé par la vitre les néons de la station-service, le bitume mouillé qui reflétait les lumières en une longue traînée jaune et blanche, un camion garé à l'écart avec ses feux de position allumés. Puis j'avais regardé mes mains posées sur mes genoux, ces mains qui avaient de travailler le cuir pendant 57 ans, ces mains qui connaissaient par cœur la texture de chaque matériau, la résistance de chaque fil, et qui ne tremblaient pas. Elles ne tremblaient pas. Et ma maison, avais-je demandé. Gérard avait dit, « On va s'en occuper, ne t'inquiète pas pour ça. » Je savais exactement ce que s'en occuper et s'en occuper voulait dire. Et mes boutiques, il avait dit, « Maman, à ton âge, les boutiques. » Il n'avait pas fini sa phrase, mais la fin de sa phrase était dans l'air comme un courant d'air froid. Monique avait dit, derrière moi, avec cette voix de miel pourrie qu'elle avait quand elle annonçait quelque chose qu'elle savait être cruel. « Je t'aime, maman, mais tu comprends bien que c'est difficile pour tout le monde. On ne peut plus te surveiller en permanence. Tu as 76 ans. Il y a des professionnels pour ça. » J'avais voulu me retourner vers elle, mais je ne l'avais pas fait. Je gardais les yeux sur la vitre. Damien n'avait rien dit. Il avait juste ouvert la portière et était sorti pour aller chercher quelque chose à la station-service, comme si ce qui se passait dans cette voiture ne le concernait pas vraiment, comme s'il avait besoin d'un café pour tenir à travers quelque chose d'un peu ennuyeux. Gérard était sorti à son tour. Il avait ouvert le coffre. J'avais entendu le bruit de ma valise bordeaux qu'on posait sur le bitume. Puis il avait ouvert ma portière et m'avait tendu la main pour m'aider à descendre, avec la courtoisie mécanique d'un homme qui fait ce qu'il considère être la chose raisonnable. Je lui avais pris la main et j'étais descendu. Il faisait 4 degrés. Le vent venait du Rhin et sentait l'eau froide et le diesel. Ma valise était là sur le bitume, avec ses roulettes en plastique
et sa fermeture éclair, dont j'avais réparé la tirette moi-même 3 fois. Gérard avait sorti de sa poche une enveloppe et me l'avait mise dans la main. Il y a 50 € dedans, pour les premiers jours. La résidence Les Tilleuls est prévenue de ton arrivée. Quelqu'un viendra vous chercher. Ils ont le numéro de la station. 50 €. Pour les premiers jours d'une vie qu'il venait de décider pour moi, j'avais regardé l'enveloppe. Puis j'avais levé les yeux vers lui. « Et si personne ne vient ?» avais-je demandé. Il avait dit « Quelqu'un viendra ». Puis il était retourné vers la voiture. Monique était descendue, juste le temps de me poser un baiser sur la joue, ce baiser-là, le baiser de Judas, et avait murmuré « C'est mieux comme ça, maman, tu verras ». Des miennes étaient ressorties de la station-service avec un gobelet en carton à la main. M'avait regardé une seconde avec cet air de quelqu'un qui voudrait dire quelque chose, mais qui ne dit jamais rien, et était remonté dans la voiture. Gérard avait démarré. Les feux arrière rouges avaient disparu dans le noir de l'autoroute, et j'étais seule, avec ma valise bordeaux, mes bottines en cuir épais, mon manteau en laine grise et 50 € dans une enveloppe blanche sur le bitume d'une station-service de l'air de Vandenheim à 23h et quelques minutes par 4 degrés, sous des néons qui bourdonnaient légèrement comme si eux aussi trouvaient la situation absurde. Je suis restée immobile environ 1 minute. Pas parce que j'étais paralysée par la douleur ou la peur, parce que je voulais laisser le moment exister complètement, le ressentir dans toute sa texture, le mémoriser comme on mémorise un point de couture particulièrement difficile pour ne jamais le refaire par erreur. Puis, j'ai pris ma valise, j'ai marché jusqu'à l'entrée de la station-service, j'ai poussé la porte vitrée automatique et je me suis installée à une table près de la fenêtre, sous un panneau qui proposait des sandwichs au jambon et des viennoiseries réchauffées. Le jeune homme derrière le comptoir m'avait regardé avec cette expression légèrement inquiète des gens qui voient une vieille dame seule entrer dans un endroit pareil à cette heure-là. Il avait peut-être 20 ans. Il avait une tache de café sur sa veste bleue et les yeux de quelqu'un qui n'a pas assez dormi. « Vous allez bien, madame ?» avait-il demandé. « Je vais très bien, merci », avais-je répondu. « Je vais prendre un café, s'il vous plaît, et peut-être une petite bouteille d'eau. » Il me l'avait apporté sans me poser d'autres questions, et je lui en avais été reconnaissante. Je m'étais assise avec mon café, j'avais posé mon sac sur la table, et j'avais fait ce que j'avais prévu de faire depuis le moment où j'avais compris, quelques semaines plus tôt, que quelque chose comme cette nuit finirait par arriver. J'avais défait le lacet de ma bottine gauche, j'avais glissé 2 doigts sous ma semelle intérieure, et j'avais sorti mon Nokia enveloppé dans sa flanelle grise. Si vous m'écoutez depuis le début, vous savez maintenant qui je suis et ce qui m'a amené à cette table de station-service avec un vieux téléphone Nokia dans la main et la certitude tranquille d'une femme qui sait exactement ce qu'elle va faire ensuite. Avant de continuer, j'ai envie de vous demander quelque chose, à vous qui êtes là, qui m'écoutez. Cette histoire, elle mérite d'être entendue par le plus grand nombre possible. Pas pour moi, j'ai passé l'âge de chercher l'approbation de qui que ce soit, mais pour toutes celles et tous ceux qui vivent quelque chose de similaire en silence et qui ont besoin de savoir que le fil ne seront pas toujours là où on croit. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et laissez un pouce levé, pas pour moi, mais pour que cette histoire arrive jusqu'à l'oreille de quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et maintenant, je continue, parce que la partie la plus importante reste à venir. J'avais allumé le Nokia. Il avait mis quelques secondes à démarrer, avec ce petit son caractéristique qui m'avait toujours semblé plus honnête que tous les sons sophistiqués des téléphones modernes. Le réseau était correct, 2 barres, suffisant. Il était 23h37. J'avais composé le numéro de Joséphine. Elle avait décroché à la 2e sonnerie. Lucette, sa voix était celle de quelqu'un qui n'était pas encore endormi, qui lisait peut-être, ou qui regardait quelque chose à la télévision. « Joséphine » avais-je dit, et ma voix était parfaitement calme, ce dont j'étais fière d'une façon étrange. Ils m'ont laissé dans une station-service sur l'A35.
l'air de Vandenheim. Il y avait eu un silence de 2 secondes. Puis Joséphine avait dit, avec cette énergie que j'admirais chez elle depuis 30 ans, cette énergie des femmes qui ne perdent pas de temps en lamentation quand il y a quelque chose à faire. Je prends mes clés, j'arrive dans 40 minutes. Elle avait raccroché. J'avais bu une gorgée de café. Le jeune homme derrière le comptoir m'avait regardé à nouveau, peut-être intrigué par le vieux téléphone, peut-être simplement par la façon dont je semblais calme dans une situation qui ne l'était manifestement pas. J'avais souri dans sa direction. Il avait souri en retour, légèrement gêné, et avait repris son travail. J'avais ensuite composé le numéro de Maître Fossard. Je savais qu'il était tard. Je savais qu'il dormait probablement. Mais Maître Fossard m'avait dit, lors de notre dernière rencontre, une phrase que j'avais gardée quelque part dans un coin solide de ma mémoire. « Madame Marchand, si jamais il passe à l'acte, appelez-moi immédiatement, peu importe l'heure. » Il avait décroché à la 3e sonnerie avec la voix légèrement voilée de quelqu'un qu'on sort d'un demi-sommeil. « Fossard ?»« Maître Fossard, c'est Lucette Marchand. Pardonnez-moi de vous appeler à cette heure. » Il y avait eu une seconde de silence, puis le son d'une personne qui se redresse dans son lit ou dans un fauteuil. « Madame Marchand, que s'est-il passé ?» Je lui avais tout raconté en moins de 5 minutes, avec précision, sans émotion superflue, comme on fait un rapport d'état sur une paire de chaussures abîmées. Voici ce qui était intact, voici ce qui était cassé, voici ce qu'il fallait réparer. Il avait écouté sans m'interrompre, puis il avait dit « Bien, demain matin, 9 heures, mon bureau. Nous allons traiter tout ça dans l'ordre. Ne signez rien, ne répondez à aucun appel de vos enfants ce soir et reposez-vous. » Je serai là à 9 heures, avais-je dit. Il avait dit « Je n'en ai jamais douté, Madame Marchand. » Et il avait raccroché. Joséphine était arrivée 42 minutes après notre appel dans sa vieille Peugeot 307 couleur gris perle qu'elle conduisait avec l'autorité d'une femme qui a fait des milliers de kilomètres sur des routes bien pires que celle-ci. Elle avait garé la voiture, était entrée dans la station-service, m'avait regardée assise à ma table avec mon café et mon Nokia, et avait hoché la tête de cette façon qu'elle avait, cette façon qui signifiait à la fois « je suis là » et je savais que ça finirait comme ça, et « on va s'en occuper ». Elle s'était assise en face de moi. Elle avait commandé un café à son tour. Et pendant quelques minutes, on n'avait pas beaucoup parlé, parce qu'entre Joséphine et moi, les silences avaient toujours été aussi confortables que les mots. Puis elle avait dit « Tu as appelé Fossard ?» J'avais dit « Oui, demain matin 9 heures. » Elle avait dit « Bien. » Elle avait bu son café. Puis elle avait pris ma valise Bordeaux et était sortie vers la voiture. Je l'avais suivie, en boutonnant mon manteau contre le vent du Rhin, dans la voiture, au chaud, avec l'odeur familière de Joséphine, ses livres de bibliothèque sur la banquette arrière et son parfum à la violette qui imprégnait les sièges depuis des années. J'avais senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas du soulagement, de la confirmation que j'avais fait les bons choix, que j'avais cousu les bonnes coutures aux bons endroits, et que ce qui allait suivre allait être, certes difficile, certes douloureux par moments, mais parfaitement sous contrôle. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis de Joséphine à Oberscheffolzheim, dans un lit fait avec des draps qui sentaient la lavande et la lessive propre, j'avais dormi 7 heures d'une traite, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des mois. Je n'avais pas rêvé, ou si j'avais rêvé, je ne me souvenais de rien. Je m'étais réveillée à 7h30 avec la lumière de novembre qui filtrait à travers les rideaux en lin et l'odeur du café que Joséphine avait déjà préparé dans la cuisine. J'avais pris une douche, j'avais mis des vêtements propres que j'avais dans ma valise, j'avais rebouclé mes bottines en cuir épais sur mon Nokia bien en place sous ma semelle gauche, et j'avais rejoint Joséphine à la table de la cuisine, où elle m'avait servi un café avec du lait chaud et 2 tranches de pain grillé avec de la confiture de Mirabelle qu'elle faisait elle-même chaque automne. Nous avions mangé en parlant peu, mais bien. Elle m'avait demandé comment je me sentais. J'avais dit « prête ». Elle avait souri. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. À 8h45,
Joséphine avait garé sa Peugeot grise rue du Dôme, devant l'immeuble haussmannien où maître Fossard exerçait depuis 22 ans. J'étais montée au 3e étage par l'escalier en pierre, parce que je n'aime pas les ascenseurs et parce que mes jambes en avaient encore la capacité, et j'avais poussé la porte du cabinet à 9 heures précises. La secrétaire, une femme brune d'une 40aine d'années que j'avais vue grandir professionnellement depuis son premier jour dans ce bureau, m'avait accueillie avec un sourire qui contenait une dose mesurée de sympathie professionnelle et m'avait conduite directement dans le bureau de maître Fossard sans me faire attendre. Maître Fossard avait 61 ans, des lunettes à monture épaisse, une veste en tweed gris et l'air de quelqu'un qui a très bien dormi et qui est arrivé au bureau 2 heures avant tout le monde pour préparer ce qu'il avait à préparer. Sur son bureau, il y avait plusieurs dossiers ouverts. Je reconnaissais certains documents. D'autres m'étaient nouveaux, ce qui signifiait qu'il avait déjà travaillé ce matin-là. « Madame Marchand », avait-il dit en se levant pour me serrer la main, ce qu'il faisait toujours avec une courtoisie que j'appréciais. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons du travail. » Je m'étais assise dans le fauteuil en cuir bordeaux en face de son bureau. J'avais posé mon sac sur mes genoux et j'avais écouté. Il m'avait présenté la situation juridique complète, avec la clarté d'un homme qui connaît son dossier sur le bout des doigts. La procuration que Gérard m'avait soumise plusieurs fois n'avait jamais été signée, ce qui signifiait que juridiquement, il n'avait aucun pouvoir sur mes biens. La SCI était intacte, sous mon nom et mon seul contrôle. Le compte bancaire que mes enfants connaissaient, sur lequel Gérard avait effectivement réussi à mettre en place un virement automatique mensuel de 1 200 € il y a 2 ans, sous prétexte de gérer mes dépenses courantes, ce que je savais et avais laissé faire temporairement pour ne pas éveiller les soupçons, allait être bloqué dès aujourd'hui. « J'ai déjà préparé la lettre de révocation », avait dit maître Fossard. « Il suffira de votre signature. » Il avait glissé le document vers moi. Je l'avais signé. Il y avait aussi la question de mon appartement du boulevard de la Marne. Gérard avait apparemment déjà contacté une agence immobilière pour une estimation. Maître Fossard avait des preuves de cela, des échanges de courriels qu'il avait obtenus par des voies d'estat légales. La colère que j'avais ressentie à ce moment-là était froide et précise, comme une lame de couteau bien affûtée. « Ils n'ont aucun droit légal sur cet appartement », avait-il dit. « Il vous appartient en pleine propriété. »« Je sais », avais-je dit. « Quelle est la prochaine étape ?» La prochaine étape était une convocation notariale officielle envoyée aux 3 enfants, les informant qu'une réunion avait lieu dans mon appartement du boulevard de la Marne, le vendredi suivant à 14 heures, en présence de maître Fossard et d'un huissier de justice, pour discuter de la situation patrimoniale et de la révocation de certains arrangements informels qui avaient été mis en place sans base légale solide. La lettre était rédigée en termes juridiques précis qui ne laissaient aucune place à l'ambiguïté, et elle était accompagnée d'une notification de la banque confirmant le blocage du virement automatique. Les enveloppes avaient été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même. J'imaginais très bien la tête de Gérard en ouvrant cette enveloppe. J'imaginais le moment où il essaierait d'appeler ma carte bancaire pour voir si le virement était passé et où il découvrirait que non. C'était une image qui me réchauffait. Le lendemain matin du blocage, Gérard avait tenté d'utiliser la carte bancaire liée à mon compte courant pour payer un repas dans un restaurant de la place Kléber où il emmenait manifestement un client. La carte avait été refusée. Il avait essayé une 2e fois. Refusé encore. Le serveur avait dû le regarder avec cet air poli et légèrement gêné que prennent les serveurs dans ces situations, et Gérard avait dû régler en espèces ou avec sa propre carte, ce qui pour un homme qui s'était habitué à payer ses déjeuners d'affaires avec l'argent de sa mère, représentait une humiliation de la meilleure sorte. Il m'avait appelé dans l'heure qui suivait, puis rappelé, puis encore. J'avais laissé sonner. Le soir même, Monique avait appelé depuis son numéro, puis depuis le numéro de son mari, puis avait laissé un message vocal d'une voix qui mêlait l'inquiétude feinte et l'indignation mal contenue. «
Maman, qu'est-ce qui se passe avec le compte? Il y a eu un problème à la banque? Rappelle-moi s'il te plaît. Je n'avais pas rappelé. Damien avait envoyé un message. Maman, ça va? Je n'avais pas répondu. Le lendemain, Monique avait tenté de commander une livraison de courses en ligne en utilisant ma carte, dont elle connaissait le numéro pour avoir géré certains de mes achats en ligne les mois précédents. Refusé. Son mari avait essayé de payer l'essence de sa voiture avec une carte additionnelle liée à mon compte, dont il s'était servi 2 fois auparavant, à l'insu de ce qu'il croyait être mon inattention. Refusé à la station Total du boulevard d'Alsace, en plein après-midi, avec une file de voitures derrière lui. Je me permettais d'imaginer cette scène avec une satisfaction que je ne vais pas vous dissimuler. Damien, pour sa part, avait découvert que le virement mensuel que je lui envoyais discrètement pour compléter son loyer n'était pas passé ce mois-ci. Il avait appelé 3 fois en 2 heures. Sa 3e tentative m'avait laissé un message vocal qui commençait par « si ça ne tenait qu'à moi » et s'arrêtait là, fidèle à lui-même, incapable de finir une phrase même dans les moments qui l'exigeaient. Entre-temps, j'avais récupéré un double de mes clés de l'appartement du boulevard de la Marne. J'en avais toujours gardé un chez Maître Fossard pour exactement ce genre de circonstances. Et j'y étais retournée avec Joséphine pour vérifier l'état des lieux. Tout était en ordre. Personne n'avait encore osé entrer. J'avais ouvert les fenêtres, j'avais arrosé mes plantes, j'avais refait mon lit avec des draps propres et j'avais posé mes bottines sous la chaise de ma chambre comme je le faisais chaque soir depuis 40 ans. J'étais chez moi. Permettez-moi de m'arrêter une seconde ici, parce que je veux savoir quelque chose. Cette histoire que je vous raconte, vous qui m'écoutez en ce moment, d'où est-ce que vous me suivez? De quelle ville? De quel pays? De quel coin du monde vous m'écoutez raconter cette nuit de novembre et ce qui a suivi? J'aimerais vraiment le savoir. Laissez-le dans les commentaires, l'endroit d'où vous m'écoutez et ce que vous pensez de ce que mes enfants ont fait. Parce que quelque part, à vous raconter tout ça, j'ai l'impression de ne plus être tout à fait seule avec ce souvenir. Et ça compte pour moi, plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, je continue, parce que le vendredi arrive. Le vendredi à 13h30, Joséphine et moi étions installés dans le salon de mon appartement, avec Maître Fossard assis dans le fauteuil en velours vert que j'avais depuis 20 ans, et Monsieur Charvet, l'huissier, un homme grand et silencieux, avec une serviette en cuir noir, qu'il posait toujours sur ses genoux comme un chat, assis sur la chaise droite près de la fenêtre. On entendait les tramways passer sur le boulevard de la Marne. Les radiateurs chauffaient. J'avais fait du café et disposé des petits gâteaux secs sur une assiette, parce que je suis quelqu'un qui reçoit correctement les gens dans sa maison, même quand les circonstances sont tendues. À 14 heures exactement, la sonnette avait retenti. Je m'étais levée pour ouvrir la porte moi-même. Gérard était là, avec Isabelle à son bras, bien qu'elle n'eût pas été convoquée, et Monique juste derrière, et Damien légèrement en retrait comme d'habitude. Gérard avait vu mon visage en premier, puis il avait regardé par-dessus mon épaule et avait vu Maître Fossard, et Monsieur Charvet, et Joséphine. Son visage avait changé en l'espace d'une seconde d'une façon que j'allais conserver longtemps dans ma mémoire. Pas de la culpabilité, de l'incrédulité, de la stupeur, comme quelqu'un qui vient d'appuyer sur un interrupteur et découvre que la pièce est câblée différemment de ce qu'il pensait. « Maman », avait-il dit. « Entrez, je vous en prie », avais-je répondu, avec le ton d'une hôtesse parfaitement maîtresse de sa maison. Ils étaient entrés. Ils s'étaient installés sur le canapé et les chaises supplémentaires que j'avais sorties, un peu serrées les uns contre les autres, et personne ne touchait au gâteau sec. Gérard avait tenté d'emblée de prendre le contrôle de la situation, en se tournant vers Maître Fossard, avec cet air de comptable qui essaie d'égaliser un rapport de force. « Maître, je suis content que vous soyez là parce que je pense qu'il y a eu un malentendu concernant les dispositions financières de ma mère et... » Maître Fossard l'avait interrompu d'un geste de la main, pas brusque, simplement définitif, le geste d'un homme qui a l'habitude de reprendre la parole quand elle lui appartient. « Monsieur Marchand, je vous remercie d'être venu. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes ici.
Il avait ouvert son dossier sur la table basse. Il avait posé les lunettes sur son nez. Et pendant 22 minutes, avec la précision et la clarté d'un homme qui connaît son dossier mieux que quiconque dans cette pièce, il avait expliqué la situation dans son intégralité. Le virement automatique de 1 200 € mensuels mis en place sans base légale solide, représentant sur les 24 derniers mois un total de 28 800 € prélevés sur le compte courant de Madame Marchand sans justification contractuelle documentée. La carte additionnelle utilisée par le mari de Monique pour des dépenses personnelles, représentant sur 18 mois un total de 9 300 €. La SCI dont il décrivait la structure, sans entrer dans tous les détails, mais avec suffisamment de précision pour que Gérard comprenne qu'il n'en avait jamais eu et n'en aurait jamais le contrôle. Le testament modifié avec ses clauses conditionnelles. Et enfin, la convocation notariale formelle que M. Charvet avait secondée de sa présence, qui signifiait que tout ce qui allait être dit dans cette pièce avait un poids juridique réel. Gérard avait écouté les 5 premières minutes avec ce pli entre les sourcils. Les 10 minutes suivantes, il avait essayé 2 fois d'intervenir et Maître Fossard l'avait arrêté d'un geste des 2 fois. À la 15e minute, quelque chose s'était fissuré dans son visage. Isabelle, à côté de lui, avait posé sa main sur son bras, mais lui avait retiré presque immédiatement comme si elle réalisait soudain que ce geste de soutien conjugal était peut-être prématuré dans les circonstances. Monique avait dit, à un moment, « Mais enfin, tout ça, c'était pour aider maman, pas pour… » Maître Fossard avait tourné la tête vers elle, avec ce regard tranquille et légèrement las de quelqu'un qui a entendu trop de mauvaises justifications au cours de sa carrière pour en être encore surpris. « Madame, avait-il dit, utiliser la carte bancaire d'une personne sans son consentement explicite et documenté s'appelle d'une façon précise en droit français. Je vous laisse chercher la définition ce soir si vous le souhaitez. » Monique avait rougi. Damian n'avait rien dit. Il regardait ses mains posées sur ses genoux, comme les fois où il était enfant, et qu'il savait qu'il avait mal agi, mais n'avait pas les mots pour le dire. Gérard avait finalement tenté la phase de l'attaque. Il s'était levé à moitié de son siège, la voix basse mais tendue. « Maman, tu réalises ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te dresser contre ta propre famille avec un notaire comme si on était des criminels. Tout ce qu'on a fait, c'était pour toi, pour te protéger, parce qu'à ton âge… » C'est là que j'avais parlé, la première fois depuis que cette réunion avait commencé. J'avais attendu ce moment avec la patience d'une couturière qui attend que le fil soit suffisamment tendu avant de faire le point de blocage. Ma voix était calme, elle était parfaitement calme. Je m'étais levé de mon fauteuil, dans mon salon, dans mon appartement, et je l'avais regardé dans les yeux. « Gérard, avais-je dit, tu m'as laissé dans une station-service de l'autoroute la nuit par 4 degrés avec 50 € et une valise en plastique. Tu as appelé ça me protéger. Moi, j'appelle ça autrement. » Il n'avait pas répondu. « Et sache, avais-je continué, parce qu'il y avait une chose encore à dire, une chose qui allait clore ce chapitre comme on clôt une semelle, que j'ai compté chaque billet que j'ai mis de côté depuis 20 ans, caché sous ma semelle. Et ce n'est pas vous qui décidez de ce qu'il advient de ce que j'ai construit. Ce n'était jamais vous. » Gérard s'était rassis. Isabelle regardait le tapis. Monique avait les yeux brillants, mais je ne croyais pas aux larmes de Monique depuis longtemps. Damian avait levé les yeux vers moi une seconde, et dans ce regard, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait peut-être à de la honte vraie, mais il était trop tôt pour savoir si c'était durable. Maître Fossard avait repris la parole pour détailler les conditions. Le remboursement intégral des sommes prélevées sans base légale, soit 38 100 € au total, avec un échéancier sur 24 mois. La remise des clés de mon appartement, qui avait été copiée à mon insu. Maître Fossard avait la preuve de ce double de clés fait chez un serrurier de la rue de la Mésange en septembre. L'arrêt définitif de toute démarche concernant mon patrimoine immobilier, sous peine de poursuite, et une clause de mon testament renouvelée et notariée ce jour-là,
conditionnant toute transmission patrimoniale future à des critères précis que je n'allais pas détailler ici, mais que Maître Fossard avait lus à voix haute, lentement, comme on lit les conditions d'un bail, à quelqu'un qui n'a pas le choix de les accepter. M. Charvet avait contresigné chaque document en silence. La cérémonie de la défaite, si on peut l'appeler comme ça, avait duré en tout 2 heures et quelques minutes. En partant, Gérard avait dit, dans l'encadrement de ma porte, avec la voix de quelqu'un qui cherche encore un moyen de récupérer quelque chose, « Maman, j'espère que tu ne regrettes pas ce que tu es en train de faire. » J'avais souri. Pas un sourire froid, un sourire réel. La seule chose que je regrette, mon fils, c'est de ne pas avoir vu plus tôt que certaines semelles avaient trop besoin d'être entièrement refaites. Il était parti sans répondre. J'avais fermé la porte. Joséphine m'avait tendu une tasse de thé chaud. Maître Fossard rangeait ses dossiers. Monsieur Charvet avait enfin pris un petit gâteau sec. Les semaines suivantes avaient été une période de silence entre mes enfants et moi. Pas un silence hostile, plutôt un silence de digestion. Le genre de silence qui suit un repas difficile et dont on ne sait pas encore s'il débouchera sur quelque chose de mieux ou sur rien du tout. Gérard avait commencé à rembourser selon l'échéancier fixé, ponctuellement, sans commentaire. C'était quelque chose. Monique avait envoyé une carte de vœux à Noël avec une phrase manuscrite qui disait simplement « Maman, je suis désolée ». 3 mots, pas beaucoup, mais écrits à la main, sur du papier épais, avec l'écriture un peu tremblée de quelqu'un qui sait que les mots ne suffiront pas, mais qui essaye quand même. J'avais posé la carte sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine, où elle avait passé tout l'hiver. Damien avait pris un emploi dans un entrepôt logistique de la zone industrielle de Geispolsheim. Un vrai emploi, déclaré, avec des horaires et un contrat. Il ne me l'avait pas annoncé directement. C'est Joséphine qui l'avait appris par une connaissance commune et me l'avait dit. Il avait commencé en décembre. Il était toujours là en mars. C'était pour Damien une forme de révolution silencieuse. En janvier, j'avais rencontré Maître Fossard pour finaliser la structure de la fondation. Elle s'appellerait la Fondation Henri Marchand, du nom de mon mari, et sa vocation serait d'apporter une aide concrète aux personnes âgées en situation de vulnérabilité ou d'isolement, en particulier celles qui se retrouvaient sans ressources ou sans toit, à la suite de conflits familiaux. Il y avait plus de cas comme le mien que la plupart des gens voulaient bien l'admettre. Des femmes seules, des hommes âgés, des gens qui avaient tout donné à des enfants qui avaient pris sans rendre et qui se retrouvaient sans rien à un âge où recommencer est difficile. La Fondation n'allait pas résoudre tout ça. Mais elle pouvait contribuer, elle pouvait être une semelle sous des pieds qui en avaient un besoin. C'est comme ça que je voyais les choses. J'avais aussi décidé de garder les 3 boutiques, mais de déléguer davantage leur gestion quotidienne à mes 2 employés de longue date, Francine et Béatrice, en qui j'avais une confiance totale depuis des années. Je continuerai à venir 3 matins par semaine, parce que le cuir et le fil me manqueraient si je les quittais complètement, et parce qu'une cordonnière qui n'a plus de cuir entre les mains n'est plus tout à fait elle-même. Au printemps, les réunions du dimanche avaient recommencé. Pas comme avant. Rien n'était comme avant, et rien ne le serait. Mais elles avaient recommencé d'une façon différente, avec des règles différentes que j'avais posées clairement et que tout le monde avait acceptées sans discussion. Gérard venait avec ses relevés de remboursement que je regardais avec Maître Fossard chaque mois et que Gérard apportait physiquement, imprimés, sans qu'on ait besoin de les lui demander 2 fois. C'était sa façon à lui de faire amende honorable dans le seul langage qu'il connaissait vraiment, celui des chiffres et des documents. Isabelle venait aussi, plus silencieuse qu'avant, sans ses opinions tranchées sur la façon dont les autres devraient vivre leur vie. Monique amenait parfois un plat cuisiné, une quiche ou un gratin, et elle le déposait dans la cuisine sans en faire une démonstration. Damien arrivait souvent en vêtements de travail, parce qu'il prenait le bus directement depuis l'entrepôt. Et il avait des mains différentes maintenant,
des mains qui avaient commencé à connaître la fatigue physique d'un travail réel, avec des petites coupures et des ongles qui n'étaient jamais parfaitement propres. Je regardais ses mains parfois, et je pensais à mon père, à ses mains à lui, et à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, prudemment, sans m'emballer. Je ne les avais pas pardonnés. Je veux être honnête sur ce point, parce que dans les histoires qu'on raconte, on finit souvent par un pardon qui arrive comme une solution facile, comme si l'amour maternel devait obligatoirement effacer ce qui a été fait. Le pardon, c'est quelque chose qui se mérite sur la durée, pas quelque chose qu'on accorde sur un coup de sentiment. Ce qu'il m'avait fait cette nuit de novembre n'était pas un malentendu ni une maladresse. C'était une décision réfléchie, planifiée, exécutée sans égard pour ce que j'étais ou ce que j'avais été pour eux. On ne répare pas ça avec une carte de vœux ou un gratin. On le répare, si on le répare, avec du temps, avec des actes constants, avec une humilité qu'on ne peut pas feindre indéfiniment. Je regardais et j'évaluais, comme j'avais toujours fait, comme une cordonnière qui examine une paire de chaussures réclamées après réparation. On vérifie chaque point, on tire sur chaque couture, on s'assure que ça tient vraiment avant de la rendre au client. Si ça tient, on la rend. Sinon, on recommence. En mai, la Fondation Henri Marchand avait accueilli ses 3 premiers bénéficiaires. Une femme de 79 ans de Haute-Pierre que ses enfants avaient laissé sans logement après la vente de son appartement dont ils avaient capté le produit. Un homme de 72 ans de Cronenbourg qui vivait depuis 6 mois dans une chambre d'hôtel avec sa retraite comme unique ressource, et une dame de 83 ans que le personnel de la Fondation avait trouvée grâce à un signalement du CCAS de Schiltigheim, seule depuis des mois dans un appartement sans chauffage. Ces 3 personnes avaient reçu une aide financière d'urgence, un accompagnement juridique via un partenariat avec un cabinet spécialisé et un suivi social hebdomadaire. C'était un début. Un début comme une première semelle qu'on pose, qui n'est pas encore parfaite mais qui est solide et vraie. J'avais assisté à la première réunion avec les bénéficiaires dans la petite salle que nous avions louée dans le quartier de l'Orangerie, et en regardant ces visages, en entendant leurs histoires qui ressemblaient à la mienne, avec des variantes que je n'aurais pas toujours su inventer, j'avais pensé à cette nuit de novembre, au froid du bitume, à l'odeur de la station-service, à mes bottines et à ce qu'elles cachaient, et j'avais compris que le fil que mes enfants avaient cru rompre était en réalité celui qui m'avait conduite exactement là où je devais être. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, jusqu'à la fin de cette histoire, je veux vous dire quelque chose de simple. Merci. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là dans ce silence de station-service, dans ce bureau de notaire, dans ce salon du boulevard de la Marne, un vendredi de novembre. On dit souvent que les vieilles dames n'ont plus rien d'important à raconter. Moi, je dis que les vieilles dames qui ont passé 57 ans à coudre des semelles savent exactement comment une histoire tient debout et combien de temps elle dure. Si cette chaîne vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire, partagez ce récit avec lui. Parfois, entendre qu'une autre a tenu debout suffit à rappeler qu'on en est capable aussi. Dans mon métier, on dit qu'une bonne semelle ne se voit pas. On ne la remarque que le jour où elle lâche. La mienne n'a pas lâché. Elle ne lâchera pas. J'ai 76 ans, j'ai 3 boutiques, une fondation qui porte le nom de l'homme que j'ai aimé, une amie qui prend sa voiture à minuit sans poser de questions, et un notaire qui décroche à la 3e sonnerie. Mes enfants m'ont abandonné dans une station-service en croyant jeter une vieille semelle usée. Ils ne savaient pas que sous cette semelle, j'avais déjà appelé mon notaire.